Axel, parce que ma proposition relève d'un travail artisanal, je crois, dans le sens qui se rapproche très fort du tissage, et c'est pour ça que vous avez cette image devant vous depuis à peu près un quart d'heure. Alors ce mot, évidemment, il vient directement de votre texte, Poétique du savoir. En réfléchissant à ce terme de tissage, j'ai réalisé en fait que la démarche de nos cours modestes relevait elle aussi d'un travail de tisserand. Nous ne parlons jamais d'une voix, nous sommes trois, et nous ne parlons au nom de personne. Nous entremêlons les bribes de nos lectures, qu'on a par ailleurs libérées de toute vérité historique ou doctrinale, et on les tisse au fil d'un texte existant, ici le vôtre. Je voudrais donc tisser au travers de ce texte comme une trajectoire, à l'image de ces figures créées pour apprivoiser ce qui est fugace et incertain, qu'on appelle des images de pensée. J'ai l'impression que sur ton tableau là, il y a un petit peu ce qui pourrait être une image de pensée, donc des idées qui se répercutent les unes aux autres. Donc le propos du cours, c'est comment écrire l'histoire. Alors cette idée de tissage, je l'emprunte à votre texte, je l'ai dit, où vous écrivez à propos du mode de récit démocratique, qu'il devrait s'apparenter plus à un réseau de paroles, de sujets, de collectifs tissés de mots fragiles. Et vous citez Proust, Joyce ou Virginia Woolf, qui auraient réussi à atteindre ce type de récit démocratique, plutôt que des auteurs comme Victor Hugo ou Zola, qui eux ont eu comme sujet le peuple. Ce mode de récit, si je vous suis aussi, se rapproche de l'essai. Ce genre sans genre, cette écriture qui ne tend pas à exprimer un savoir, mais qui serait en soi un processus de connaissance. Le cours modeste, je l'ai dit, c'est l'exposition d'un processus de connaissance. Alors deux textes que j'ai lus récemment ont fait écho à cette idée de tissage. D'abord l'essai comme forme d'Adorno, pour qui l'essai n'avancerait pas de manière univoque, mais au contraire, les moments seraient tissés ensemble comme un tapis, et c'est du serré de ce tissage que dépendrait la fécondité des pensées. Et plus loin, pour revenir aux vertus didactiques de l'essai, Adorno écrit « Tout comme l'apprentissage d'une langue étrangère, l'essai comme forme s'expose à l'erreur, il est lié à l'absence de certitude. » Alors je reviendrai sur cette notion de langue qui était au cœur de ton propos, Axel, et j'insiste aussi sur cette notion d'erreur possible, sur cette absence de certitude qui sont exactement au cœur du concept de cours modeste. Alors pendant ma recherche ce mois-ci, j'ai relu avec bonheur 20 ans plus tard le texte de Rilke, ses lettres à un jeune poète, et il évoque dans une de ses lettres un roman de Jacobsen qui s'appelle Niels Linn. Alors d'abord, il exhorte son correspondant à le lire avec ces mots. Et donc, je le répète, c'est un hasard complet. Passez un moment dans ce livre. Apprenez-y ce qui vous semble digne d'être appris par vous, mais surtout, aimez-le. Cet amour vous sera rendu 1000 fois, et quoi qu'il advienne de votre vie, il pénétrera le tissu de votre avenir comme l'un des fils les plus importants parmi tous les fils de vos expériences, de vos déceptions et de vos joies. Dans la lettre suivante, toujours à propos de ce livre, il dit à son correspondant « Plus on le lit et plus il semble qu'il contienne la totalité de la vie. Aucune expérience ne fut trop infime, et le moindre des événements s'y déploie tel un destin, lequel est lui-même comme un large et merveilleux tissu, dont chaque fil a été guidé par une main infiniment douce, placée à côté d'un autre, maintenue et soutenue par 100 autres. » Alors, tout au fond de l'exposition, là-bas dans le coin à droite, il y a des broderies révolutionnaires. Ouais. Affiche brodée. Voilà, affiche brodée. Ce qui m'a intéressé ici, dans les lettres de Rilke, c'est qu'il met l'expérience d'une part, et le détail, l'infime d'autre part, au cœur de son propos. Ce qui me paraît essentiel quand on parle de savoir, et a fortiori quand on parle de savoir historique. Alors je vais passer par deux autres auteurs, qui ont également abordé l'histoire par le détail, c'est Barthes et Benjamin. Roland Barthes, dans son cours sur le neutre au Collège de France, il se penche sur l'histoire dans un chapitre assez étonnant sur l'arrogance. Pour lui, l'histoire serait arrogante, parce qu'elle retient et parce qu'elle oublie. Il oppose à cette histoire arrogante la tentative de Michelet qui a eu l'ambition de vouloir rendre la mémoire à tout, par un retour justement sur l'infime, par un retour sur le détail. On peut ici faire un parallèle avec la pensée faible que Vatimo opposait à la violence du savoir.
Roland Barthes propose comme alternative à l'histoire arrogante la littérature, qui est selon lui le seul lieu où cette mémoire non arrogante serait postulée, la littérature qui serait comme rayonnante, écrit-il. Et là, je retombe sur mon idée de toile et donc de tissage. Walter Benjamin, qui est un véritable chiffonnier de la mémoire, a tenté de saisir la figure de l'histoire en fixant les aspects les plus inapparents de l'existence, ses déchets presque. Hannah Arendt, dans son Walter Benjamin, publié chez Arléa, écrit « Plus l'objet était petit, plus il semblait susceptible de contenir, sous la forme la plus concentrée, tout le reste. » Dans Poétique du savoir, ceci dit, la question n'est pas de savoir si l'histoire relève de la science ou de la littérature. À la suite d'Adorno, quand il parle de l'essai, votre proposition me semble claire, c'est à mi-chemin entre les deux qu'on se situerait. Et ce mi-chemin, ce qui est merveilleux, c'est qu'il reste à le créer. Vous revendiquez une poétique propre à l'histoire qui se rapprocherait du genre sans genre, qui est l'essai. Alors moi aussi, je vais passer par un jeu d'enfant, parce que pour moi, la poétique du savoir, si je vous suis, c'est un jeu d'enfant en soi. L'histoire n'a pas de langue propre, ça c'est le constat. Elle doit donc se l'inventer. C'est un beau projet de devoir s'inventer une langue. Ça me rappelle quand j'étais petite et avec mes amis, on s'inventait des langues contre les autres, en fait, pour que les autres ne comprennent pas. Et puis Adorno, il nous rejoint, enfin on le rejoint, pardon, aussi dans ce jeu d'enfant, parce que quand il parle de l'essai, il dit justement qu'on ne peut pas assigner un domaine particulier à l'essai. Au lieu de produire des résultats scientifiques ou de créer de l'art, ces efforts même reflètent le loisir propre à l'enfance qui n'a aucun scrupule à s'enflammer pour ce que les autres ont fait avant elle. Alors je voudrais poursuivre sur la problématique de la langue dans laquelle s'écrirait l'histoire, mais avant ça,